L'expédition d'aujourd'hui est un peu particulière. J'ai entendu parler d'un arbre gigantesque. Dans les régions tropicales, certaines espèces d'arbres peuvent atteindre plus de 60 mètres de haut. Les cébas, arbres à capoc, capoquiers, arbres fromagers, ou même encore baobabs font partie de la même famille. Et si certains ont le tronc lisse, d'autres dotés d'épines, ces arbres au tronc large et aux racines disproportionnées sont réputés si grands qu'ils offrent un véritable refuge et sanctuaire pour les autres espèces vivantes qui pourraient s'y cacher. Ces grands arbres sont donc vitaux pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Il me tarde donc de le découvrir. Et alors, t'es bien là? Je suis bien, mais je pourrais dormir encore. On a dormi de 17h30 hier à 7h du matin aujourd'hui. Alors, bienvenue dans cette vidéo expédition. Il est pas beau ce campement? Hein? C'est magnifique ça. C'est magnifique tout ça. Nous sommes cette fois-ci au Costa Rica, chez l'habitant à La Fortuna, une petite ville du centre du pays, piégée entre le volcan Arenal et la forêt tropicale. Tu as l'air d'un héros vu du dessous. Un héros affamé. J'ai rien bouffé depuis 20 heures. 24 heures, j'ai faim. Je suis faible. Eh, Bidjete. Viens Bidjete. Ah, Bidjete, viens Bidjete. Nous sommes accueillis chez Natacha. Elle vit seule avec ses 2 enfants, Matteo et Emma. Et il y a un peu plus d'1 an maintenant, elle nous a accueillis avec Aaron, car nous avions posté une annonce concernant des animaux que nous cherchions. À la base, nous étions de simples touristes, et puis avec le temps, nous sommes finalement devenus de très bons amis. Nous venons donc régulièrement pour prendre des nouvelles, ou même passer du temps ensemble comme le ferait une famille de cœur. Matteo veut devenir musicien, je lui ai donc apporté une guitare. Quant à Emma, elle veut devenir zoologiste. Je lui ai donc ramené un microscope et des coquillages. Donc allez, on se prépare. Matériel, c'est simple. On va prendre un parapluie au cas où, parce que c'est quand même la saison de pluie. Attends, je vérifie bien. Juste, j'ai tous les objectifs. Hop. Voilà. Je vérifie bien le matos, parce que la dernière fois qu'on a fait une expédition comme ça, on a eu des gros soucis de matériel. Oubli, pas mal de choses, du matériel qui bug. C'était super cool. Comme vous avez pu le remarquer, je suis très souvent suréquipé dans mes vidéos. Je crois que je ne l'ai pas vraiment décidé. Tous les artefacts, outils ou accessoires que vous pourrez voir sur moi dans mes vidéos sont réellement nécessaires. Comme je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de producteur, je dois donc transporter tout mon matériel avec moi. Pieds photo, stabilisateur, micro, flash, fond, objectif, téléobjectif, matériel scientifique d'observation. Mon sac fait en moyenne 20 kg et je dois à tout prix être fonctionnel et opérationnel en toutes circonstances. Chaque accessoire que vous voyez donc est un gain de temps. Je ressemble donc à un personnage de fiction sans réellement l'avoir voulu. Et plus le temps passe, plus il y a le matériel qui s'ajoute à la liste. On prend le parapluie parce que même en journée, même si je pense pas qu'il pleuve aujourd'hui, ça peut très vite se couvrir, surtout qu'on part souvent plusieurs heures. Donc je prends quand même un parapluie pour pouvoir me couvrir parce que sinon après le matériel il meurt. Voilà. On y va, moi je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Bon, on y va. On y va. Allez, c'est parti. Allez, go. Et nous voilà partis direction la forêt. Au Costa Rica, il existe plusieurs types de forêts. On trouve des forêts sèches qui ont la particularité d'avoir une précipitation très saisonnière. La végétation y est dense, cependant, l'absence totale de pluie pendant plusieurs mois fait que le paysage ressemble plus à une savane qu'à une forêt tropicale. Puis il y a les forêts tropicales d'altitude, ou dites forêts tropicales nuageuses, où les températures peuvent chuter considérablement, mais qui revêtent cependant une végétation luxuriante, constamment piégée dans le brouillard. Et enfin, il y a la forêt tropicale humide, qui est la forêt la plus riche en biodiversité, autant pour les végétaux que pour les animaux. La densité d'espèces végétales y est si élevée et l'accès à la lumière si faible que la course aux ressources lumineuses a donné naissance à des géants du monde végétal. Et c'est dans ce type de forêt que nous allons trouver notre colosse. On a à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, pour arriver à l'endroit où je veux vous emmener. C'est toujours comme ça ici. Alors c'est marrant parce que ici, tout le monde a des chiens, mais personne ne sait les éduquer. Personne. Mais non, ils ont aucun charisme avec leurs chiens. Les chiens ici, ils aboient tout le temps. Ils font n'importe quoi, ils pissent partout, ils chient partout. Ça va? T'inquiète, ça va. Ils pissent partout, ils chient partout. Et ça dérange personne. Voilà, t'es dans un resto, t'amènes ton chien, le chien aboie, mais pendant 20 minutes. Et tout le monde s'en fout. Après moi j'ai des petites tendances misophoniques, tu vois. C'est-à-dire que
les bruits, tu vois. Les bruits. Oui. Alors l'endroit où je vais vous emmener aujourd'hui, on l'appelle le ceiba. Le ceiba, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre. Ici, au Costa Rica, tu as plein d'arbres qui sont magnifiques, qui sont immenses. Tu as les ceibas, tu as les ficus, tu as les capoquiers, tu as les guanacastes. Les guanacastes qui sont d'ailleurs l'emblème national du Costa Rica. C'est des très très grands arbres. Et le ceiba qu'on va voir, eh ben, il est centenaire, il est immense. Je crois qu'il a été mesuré à 7 mètres de diamètre. Là comme ça vous dit rien, mais vous allez vous en rendre compte tout à l'heure quand on va y aller. Il va falloir le prendre de très très loin pour pouvoir vraiment faire tout le tour. Parmi les plus grandes espèces d'arbres qui détiennent les troncs les plus impressionnants de la planète, le record est détenu par un séquoia géant. Appelé General Sherman, le diamètre à la base de cet arbre a été mesuré à 11 mètres 10 cm. Plus l'arbre est grand, et plus le diamètre à la base doit être élevé. Car même en forêt tropicale, les rafales de vent peuvent être impressionnantes. Et comme les plus grands arbres sont ceux qui atteignent le sommet de la canopée, ce sont eux qui sont le plus exposés aux rafales. Alors quand on me dit que l'arbre que je vais chercher est estimé à 600 ans et 50 mètres de hauteur, je ne peux qu'être excité à l'idée de le trouver. Mais avant d'entrer dans la jungle, quelques précautions s'imposent. Waouh, je sais ce que vous vous dites, mon Dieu, il met de l'anti-moustique. Mon Dieu. J'en ai jamais mis de l'anti-moustique. Même ici, j'en ai jamais mis, jusqu'à avant-hier. Les moustiques tigres, les moustiques bruns, les moustiques bleus, parce qu'en fait on a des bleus et verts, des jaunes même, ça me dérange pas. Mais les petits blancs, les plus petits, c'est juste pas possible. Donc je sais que là où on va y aller, il y en a, et j'ai pas du tout envie d'en avoir parce que les piqûres, c'est les plus douloureuses, et elles restent pendant plus d'une semaine. Regarde. Voilà. Ça c'était il y a 5 jours. Je sais pas si tu te rends compte. Et ça démange toujours autant. Hein. Donc non, c'est pas une réaction spéciale juste moi. Non, c'est ce moustique-là. C'est celui qui est le plus douloureux, c'est le plus petit, et c'est celui qui reste le plus longtemps. Fuck les moustiques. Tiens. Nombreux sont les insectes qui peuvent piquer dans la jungle. Mais de tous ceux que j'ai pu rencontrer, douloureux ou non, celui que je déteste le plus, c'est le phlébotome. Contrairement à ce que je dis, le phlébotome n'est pas un moustique. C'est un diptère, mais qui est plus proche des mouches que du moustique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne possède pas de rostre. À la place, il possède des pièces buccales en forme de cisaille et un puissant anticoagulant dans la salive. Il ne se contente donc pas de piquer, mais de cisailler. D'ailleurs, son nom en latin, phlébotomus, vient de phlébos, les veines, et tomus, tomum, qui veut dire trancher. Ça veut tout simplement dire tranche-veine. Et le pire dans tout ça, c'est que de 1, il se déplace en troupeau, et de 2, il véhicule la leishmaniose. Une maladie parasitaire qui atteint la peau ou les organes internes, et qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée dans les plus brefs délais. Vous entendez ça? Vous pensez que c'est des cigales, hein? Pas du tout, c'est pas des cigales, c'est des Ophaga pumilio. C'est des petites grenouilles toxiques, on les appelle les Blue Jeans Frog. Ouais, en anglais, waouh! En fait, elles sont rouges avec l'extrémité des pattes et les pattes arrière, les pattes postérieures qui vont être bleues, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles portent des jeans, tout ça. Bon, c'est Ophaga pumilio. Je trouve que, très honnêtement, le nom scientifique est beaucoup plus intéressant quand tu l'expliques plutôt que le nom vernaculaire, donc le nom en anglais, qui dit qu'elle porte simplement des jeans bleus. En fait, le nom scientifique de cette grenouille-là, pumilio, il fait référence à une toxine, en fait, qui s'appelle la pumiliotoxine. C'est un ensemble de composés toxiques et je crois qu'il a à peu près 80 toxines différentes. Alors on va en voir d'autres, il n'y a pas de souci, mais celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, c'est la période de reproduction. Donc fin de la saison sèche, début de la saison humide. Et là où c'est fou, c'est que tous les mâles, tout ce que vous entendez là autour, qui ressemble à des cris de cigales, et bien en fait, ce sont elles. Il n'y a pas de cigales ici en ce moment, il n'y a que des ophagas qui se mettent à chanter. Et donc elles chantent les unes à la suite des autres pour signaler leur territoire. Et là, t'en as une qui est sur sa branche, et ce qui est dingue, ce qui est fou, et ce que je savais pas, et ce que je me permets de vous expliquer aujourd'hui, c'est que elles reviennent sur la même branche, au même endroit, tous les jours. Exactement, à quelques centimètres près, mais elles reviennent exactement au même endroit. Et ça peut durer sur plusieurs semaines. Et sur plusieurs semaines, elles vont rester sur ce petit truc. Vous l'entendez là? L'Ophaga pumilio est une petite grenouille de la famille des Dendrobatidés. Ces grenouilles, toxiques, sont très connues justement pour leur couleur. La coloration vive de ces grenouilles est appelée l'aposématisme. C'est une technique d'intimidation qui sert à avertir un potentiel prédateur de l'extrême toxicité de la proie.
Contrairement aux croyances populaires, les pumiliotoxines ne sont pas les plus mortelles. Bien qu'elles restent hautement toxiques, elles n'entraînent pas systématiquement la mort de l'individu qui les touche. Il faut cependant rester méfiant, car c'est une toxine paralysante qui agit sur l'activation des muscles cardiaques et des muscles squelettiques. Elle entraîne donc des difficultés motrices, une prostration, et dans les cas les plus rares, mais les plus graves, la mort par arrêt cardiaque. Et alors là c'est plus du tout difficile de faire la différence entre les mâles et les femelles. Parce que déjà de 1, les mâles, phonétiquement, c'est phonétiquement ou c'est ça, à l'oral? Eh ben, on les entend chanter. Visuellement, on peut les voir chanter, mais aussi, ils chantent grâce à une petite poche qu'ils ont sous la gorge, comme beaucoup de grenouilles. T'en as certaines qui vont les avoir sur le côté et d'autres qui vont les avoir en dessous de la gorge. Et ben les dendrobates, elles l'ont ici, là, en dessous de la gorge, et donc on appelle ça un sac vocal. Mais ils sont pas obligés de l'utiliser pour être visibles, puisque comme la peau, eh ben, elle est détendue de manière générale, quand elle est rétractée sur elle-même, eh ben, elle est repliée, donc plus foncée, et souvent ça fait une petite tache noire que t'as. Et ben voilà, c'est juste pour la petite anecdote. Vraiment sympa. Allez, on avance. Il nous reste encore du chemin à parcourir. L'itinéraire indiqué était très clair. Vous descendez sur 900 mètres, vous coupez à l'ombre du Grand Guanacaste pour tomber sur un petit étang, vous longez le champ de canne sur 500 mètres pour atteindre la forêt, puis au lieu d'aller à droite, vous allez à gauche. Ensuite, vous suivez le bruit de l'eau et vous avancez tout droit. Faire la luminosité. Hop. Je profite donc de l'aventure pour prendre quelques photos, observer 2-3 bestioles et surveiller une nouvelle piqûre que j'ai sur le doigt. À tous les coups, c'est encore quelque chose qui m'a injecté du venin. Les animaux! Les animaux! Venez les animaux! Comment ça coûte? Et regarde, un Inofaga pumilio sur le sol. Tout petit, hein? T'en as deux là, regarde, t'en as une là, une troisième là-bas. C'est génial. Alors, elle profite de rester sous les cacaotiers pour une raison qui est quand même relativement simple. Les fèves de cacao, elles tombent au sol. En environnement agricole, ça arrive que ceux qui récoltent les fèves de cacao en récoltent beaucoup trop. Du coup, ils en font un petit tas sur le sol. Et donc, tu peux voir un gros monticule de bocs de cacao et voir plusieurs Ophaga pumilio qui se nourrissent dessus. Donc, c'est marrant, c'est une sorte de trophobiose en fait. Alors, une trophobiose, c'est une sorte de symbiose, c'est une catégorie de symbiose, donc une association de deux organismes. Mais la trophobiose, c'est un peu plus précis puisque il n'y en a qu'un qui tire profit réellement de l'autre. Là, c'est l'Ophaga pumilio qui tire profit de ce que produit l'humain. L'humain produit des tas de fèves de cacao, puisque c'est lui qui plante aussi les cacaotiers, puisque ça produit du cacao ici. Et l'Ophaga pumilio se nourrit des insectes qui viennent se nourrir des fèves de cacao. C'est marrant, c'est marrant. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un copa de vino. Tu sais, les champignons en coupe de vin là. Ouais. C'est quoi le nom? Copa de vino, c'est ça hein? Oui, c'est ça. C'est pas des vignes. Copa de vino, c'est des petits champignons. Alors attends, je fais attention parce que je vais pas me faire mordre les fesses. C'est des petits champignons en fait, en forme de coupe. Ici ils appellent les coupes de vin parce que c'est en forme de coupe et parce que c'est rouge et que le vin c'est rouge, pour le vin rouge. Et t'en as vraiment partout ça, à partir du moment où tu vas dans les sous-bois. Et t'en as toute l'année je crois. T'en as vraiment toute l'année. Ah. Les champignons sont des organismes vivants dont les plus vieux fossiles remontent à 450 millions d'années avant notre ère. Pluricellulaires ou unicellulaires, ce sont de véritables dégradeurs dans les écosystèmes. Et si on estime que c'est à peu près 400 000 d'espèces de plantes qui ont été décrites à ce jour, il existe environ 1 500 000 espèces de champignons. Nous voilà arrivés au ruisseau. D'après les indications, il faut le traverser. Tout droit jusqu'au Sébar. En avant. En avant toutes. Ouais. C'était nul. Il est perdu. Fallait qu'il prenne sa boussole. Ça paraît simple de trouver un arbre de 50 mètres de haut dans la jungle, mais ils sont finalement plus faciles à voir quand on les voit depuis la cime que depuis la base. La jungle se densifie et nous perdons peu à peu la luminosité. Mais malgré tout, on avance. Et je crois même qu'on avance dans la bonne direction. Tu vas aller de l'autre côté. Tu vas descendre. Parce que là, si tu filmes ça, les gens vont pas du tout se rendre compte à quel point il est immense. Donc il faut vraiment se mettre loin. Essaye de traverser. Tu passes les lianes là. Nous l'avons trouvé. Il est bien plus grand que ce que je pensais. Et beaucoup trop grand pour rentrer dans le cadre. Il nous faut donc prendre de la distance, et comme par hasard, j'avais oublié de prendre mon micro. Je vais donc probablement devoir pousser la voix si vous voulez m'entendre. Alors, comment on se balance de
liane en liane dans la jungle. C'est pas si facile, non? Ouais. Hop là. Tu vois quelque chose? Ouais, oui. On voit comme t'es tout petit. T'as vu un peu le délire de cet arbre et la taille de ses contreforts? Nous avons voulu tout de même lancer le drone pour voir à quoi nous avions affaire. Regardez à quel point cet arbre est immense. J'aurais aimé vous montrer la taille d'un humain par rapport à la cime, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Cet arbre est vraisemblablement un titan dans cette forêt. Le feuillage dense, un diamètre de cime très large qui permet d'expanser ses branches sur les côtés très très loin, et surtout un tronc qui lui permet de pousser ses plus hautes branches au-dessus de toutes les autres plantes. Il faut une sacrée force dans les racines pour pouvoir tenir un arbre comme ça. Des racines que l'on appelle contreforts. Aussi en architecture médiévale, les murailles qui entourent une ville, on appelle ça aussi des contreforts. Et bien parce que pour les arbres tropicaux qui poussent comme ça leur arrive d'avoir des racines verticales, comme celle-ci, mais d'avoir aussi des racines horizontales pour que ça s'expanse sur les côtés, pour lui permettre de s'enraciner très profondément, mais aussi sur les côtés, parce que un arbre comme ça qui fait 50 mètres de haut, faut pas que ça se déracine facilement. La taille de ce tronc, mon Dieu, je l'aime. Soudain, c'est toute une vague d'humilité qui me prend. Me retrouver face à un arbre aussi gigantesque, ça m'a rendu finalement plus petit que ce que j'aurais imaginé. En plus d'être très âgé, cette espèce d'arbre est plus vieille que l'espèce humaine. Les plus vieux fossiles de Séba remontent à plus de 50 millions d'années avant notre ère, pendant l'Éocène. À cette époque, les continents avaient presque la forme qu'on leur donne aujourd'hui. Et c'est donc en Amérique du Sud que les Séba trouvent leurs origines. Et tu sais ce qui est dingue sur ces arbres-là? C'est qu'il n'y a rien autour du tronc. Il n'y a rien qui permet de grimper. Pour grimper un arbre comme ça, tu es obligé d'y aller uniquement en rappel. Là, t'as beau avoir des griffes, même moi, j'y arrive pas. Mais les animaux ne sont pas les seuls organismes à grimper aux arbres. Si j'essaye tant bien que mal de remonter la pente grâce à cette liane, les racines, les troncs et les branches des arbres servent de support à toutes sortes d'espèces de plantes. Du Tillandsia à la Monstera, en passant par la fougère ou la mousse, chaque branche dans la forêt est potentiellement un support pour les plantes qui voudraient y trouver refuge. Bon allez, suis-moi, on va essayer de faire le tour. Parce que dans les racines de cet arbre-là, il y a plein de choses à observer. Allez, viens. Va, je vais aller, va... Non mais, en fait je voudrais aller visiter par là-bas, mais viens on essaie de se séparer plutôt. Ouais. On fait un break, on Ça se marche. sépare parce que je t'aime plus. C'est trop pour l'instant. Donc toi tu vas par là-bas Ouais. et puis moi je vais aller Ouais, par enfin ce que je veux là-bas. dire, si on se sépare, on essaie de trouver des trucs. On couvrira plus de terrain si on se sépare. On prend les Toki. Ouais. Le mien il est là. Oui, le mien il est là. Sur le canal 1. Ça marche? Ça marche. Teste le micro, oui, bonjour, bonjour. Ah là là, je mange ta crotte, ah là là. On va rien trouver si je crie comme ça. Ah oui, je copie. Ah là là, je converge vers cette direction, mon ami. Et moi dans l'autre sens. L'idée, c'est de couvrir la zone pour essayer de trouver des bestioles. Généralement, dans un bon film d'horreur, ça sent toujours mauvais quand les personnages se séparent. Mais ici, pas de danger. À part des serpents et des grenouilles venimeuses, on ne risque rien. Ah bon, tu me reçois. Ah oui, je copie. J'ai rien trouvé, mon pote. Ah moi aussi, je trouve rien pour l'instant. Sur les branches, j'aimerais bien trouver des vipères. Je check. C'est le numéro 1, les serpents. J'aimerais bien trouver des serpents. Ou des corytophanes. Corytophanes aussi. Ou des corytophanes, ouais. Copier. Les deux animaux que je viens d'énumérer sont assez communs. Il y a un crotaliné arboricole, le Botryechis schlegeli, très connu pour ses variations de couleurs. Et ensuite un lézard, le Corytophanes cristatus. Un lézard de la même famille que les basiliques, les Corytophanidés, mais qui pour le coup n'arbore aucune couleur vive si ce n'est une coloration cryptique. C'est-à-dire qu'ils se font parfaitement avec son environnement. Mais nous verrons ces animaux dans une autre vidéo.
Pour le moment, je rejoins un rond et je décide de retourner vers l'arbre. Ces racines doivent forcément renfermer quelques trésors, et c'est ce que nous verrons. J'adore sauter dans l'eau. Ça fait très aventurier, tu sais. Genre, vite, allons-y, j'arrive. Quand tu regardes un arbre comme ça, t'es plein d'humilité. C'est ça que j'aime en fait. J'adore me sentir tout petit. Regarde toutes les plantes qui poussent dessus, des philodendrons, des pothos, des congas, du bromélia, du tillandsia. Du tillandsia, regarde. Ça, c'est des petites plantes qui poussent comme ça en fait. La mousse pendante, tu vois. C'est pas vraiment de la mousse, mais elle se nourrit des nutriments que tu as dans l'air. Mais t'as pas vraiment de vraies racines. C'est pas vraiment enraciné. C'est des plantes. C'est génial, ça pousse comme ça. Tu vois. Hop. Et voilà, ça te fait. Regarde, c'est un olis là, juste ici. Mais un bruit caractéristique a retenu mon attention. Ouais, je le vois. Il s'envole là-haut. C'est un colibri là-haut que je vois, je crois. Je le vois, il est posé dans l'arbre. Non, c'est Alors il y en a deux. Parce que j'en ai vu deux voler. Un qui est en bas là, Ouais. et un là-haut. D'accord. Celui qui est en bas, moi je pense que c'était un coléoptère. Les Ouais. colibris ils se prennent pas les murs. Enfin, seulement s'ils sont Ouais, transparents, ouais. mais ils se Alors prennent pas donc les murs. là-haut, il y a encore un truc. Tu vois là les petites lianes qui tombent là, les toutes petites. Mec, on est dans la jungle. Bah oui, mais tu vois genre. Ouais, le tas de merde. Bah file-moi ton laser. Ah oui, Je le vois là le truc. Il bouge, il bouge. sur les lianes là. Ouais, ouais, là. Tu vois ces lianes là que je vise là. Ouais, tu vois. Ah, Il a bougé là, il est là. par contre sur le côté. Tu vois là-haut le laser ou pas? Ouais. Tu vois? Mais c'était ni un colibri, ni une cigale. J'aurais dû m'en douter. Comme nous sommes à côté d'un séba, c'était évident que nous allions trouver cet extraordinaire coléoptère. Perché un peu plus haut sur une branche, nous avons finalement réussi à l'attraper. C'est un Euchroma gigantea. Son nom en anglais est très significatif puisqu'il s'appelle le Giant Seba Borer. Ça veut tout simplement dire le perceur géant de Seba. C'est un des plus gros coléoptères d'Amérique centrale. Non dangereux pour les humains, c'est un coléoptère spécialisé pour pondre dans des sébas. Ce n'était donc pas du tout étonnant d'en trouver un ici. Mais tout de même, quelle surprise! Alors, il m'a lâché une pellicule jaune. Parce que Ouais. sur l'ensemble de sa carapace, il y a une pellicule jaune. Ça se dépose. Donc, par réflexe, j'ai évité de mettre les doigts à la bouche et sur les yeux quoi. sur les yeux. Et j'ai craché dans ma main pour la mouiller. Il sécrète sur l'ensemble de sa carapace une pellicule jaune. Il semblerait que cette pellicule de poudre cireuse jaunâtre soit en fait un moyen de protection contre les UV du soleil. Mais cette poudre s'altère avec le temps, le contact et les frottements avec les éléments du décor. La théorie voudrait donc que les plus vieux euchromas perdent cette pellicule avec le temps et donc perdent en couleur. Et c'est marrant parce que on le trouve au moment où j'allais dire que les contreforts entre les racines des arbres géants comme ça, c'est plus flagrant sur les arbres géants comme ça, mais ça se fait aussi sur les petits. Oh mais shit. Regarde, si tu veux filmer une crotte du topin géant. Voilà, ça fait une sorte de petit caca de souris comme ça. Ah, j'ai touché une feuille, il y avait des guêpes en dessous. Moi je me fais attaquer par les moustiques. Pardon, je te jure que je voulais pas. Il y avait des guêpes en dessous. Ouais, des guêpes en dessous. En fait, il y a des nids partout sur les. Regarde, il y a des nids sous toutes les feuilles là, t'as vu? 1, 2, du coup 3. Il y a des Il y en a nids d'abeilles. partout. Ah, merde. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les contreforts et les racines des arbres comme ça dans la jungle, vous avez vu? Eh ben, il y a tout un microcosmos qui se développe dedans. C'est hyper riche. C'est des endroits à préserver. Tiens, regarde. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Un nid? Ouais, c'est un nid. Enfin, je crois. Ouais, c'est un nid. C'est un on nid voit le d'oiseau. trou. C'est un nid d'oiseau. L'entrée, elle est juste ici. Là. Que ce soit grâce à leurs lianes ou alors à leurs cavités, tous les arbres sont des refuges pour les êtres vivants. Si des oiseaux peuvent s'y réfugier pour y faire leur nid, d'autres pour y pondre, certains autres animaux moins communs trouvent eux aussi refuge dans les cavités des arbres. Réservoir d'eau, lieu de ponte, un seul arbre comme celui-ci, et c'est une centaine d'espèces qui en profitent. T'as vu? Sur une racine pendante, comme ça, qui est attachée par deux fils, enfin deux morceaux, deux endroits. Donc t'en as une qui vient de se mettre dans la terre, et l'autre qui continue de grimper sur l'arbre en fait. Voilà.
Et l'oiseau, il a construit son nid dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point les arbres géants comme ça sont bénéfiques pour l'environnement, sont bénéfiques pour les animaux en fait. La richesse que représente un arbre comme ça. Et ici au Costa Rica, la coupe des arbres, elle est interdite. C'est interdit de couper des arbres, sauf avec une autorisation spéciale. Mais c'est interdit de couper des arbres. Ils font vraiment très très attention à leur environnement. Et les arbres anciens comme ça, en fait, qu'ils ont su préserver, a permis de faire repousser toute la forêt qui est autour. Parce que c'est des niches écologiques à eux tout seuls. Tu vois, c'est des sanctuaires. Voilà. C'est le principe de Avatar. Hein. Bon, et ben moi je vous propose de rentrer, de revenir un autre jour pour refaire une autre expédition dans un autre lieu peut-être, ou alors la nuit, pourquoi pas hein. Carrément. Ça peut être fou de venir la nuit. Pas tout de suite, pas maintenant, on a encore pas mal de choses à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter pour le référencement, c'est super important. Il y en a plein parmi vous qui me disent mais comment ça se fait que je découvre ta chaîne que maintenant? Et moi c'est parce qu'elle n'est pas bien référencée par YouTube. De 1, j'avais oublié les hashtags, et de 2, parce que je pousse pas les gens à commenter. Alors c'est les commentaires qui font le référencement. Donc si vous savez pas quoi mettre en commentaire, vous avez quand même envie de mettre un commentaire, vous mettez ce que vous voulez, et ben je trouverais ça super drôle. Voilà, moi c'est ici que je vous laisse, hein, on se casse. Paix et prospérité. Aïe. Et puis à très très bientôt. Allez, on rentre. On a 1,5 km de pente à 8% à remonter là. Vamonos. Préservons ce qui nous est cher.